c'est lancé. Dernière partie de soirée donc avec une autre rubrique qu'on vous a déjà présentée par le passé, donc les gardiens. En rubrique assez simple, hein, puisque le principe c'est de mettre en avant un visage que l'on juge incontournable par rapport à la culture geek. Le premier visage que l'on a fait en rentrée chez nos gardiens, donc c'était Christopher Lee. Et maintenant, ça sera Jack de King Kirby. Si vous êtes un visiteur de MDCU, il y a quand même de grandes chances que vous connaissiez son nom. Pour commencer au commencement, parce qu'en général c'est bien de commencer par là quand même. C'est mieux. Jake Kirby, né sous le nom de Jacob Kurtzberg, oui Kurtzberg, je pense que ça doit être comme ça, est né le 28 août 1917 à New York et il est issu d'une famille d'immigrés autrichienne de confession juive, ce qui mine de rien a une importance dans son parcours à la fois en tant qu'artiste, mais pas que. Voilà, on y reviendra un petit peu après. Euh, qui grandit dans le Lower East Side de l'époque, qui est pas un quartier très recommandable. Voilà, c'est un peu le Reseda de New York, hein, pour revenir sur Karate Kid. Euh, On y revient toujours. C'est un peu comme Blade. voilà, l'ambulance. Euh, et il passe voilà souvent son temps à un peu chercher la bagarre, hein, finalement, enfin chercher la bagarre. En tout cas, la bagarre finir par le trouver, euh, qu'il l'ait cherché ou non. Il s'est à quelques reprises C'est retrouvé vrai un que c'est peu pas inconscient pareil. dans la rue. Voilà, c'est pas pareil. Mais voilà, en tout cas, il a un peu connu déjà très très tôt. Il a quand même eu le besoin, le réflexe de survie de un peu être un peu, je dirais pas une brute, mais un peu de s'endurcir pour un peu faire face au monde qui l'entoure finalement, parce qu'en plus il grandit pas forcément dans une famille très très riche, enfin voilà, une famille d'immigrés au début du 20e, c'est rarement ceux qui roulent sur l'or. Euh, Assez tôt, il s'intéresse quand même assez au dessin. Il finit par rentrer dans une école, mais à cause du crash de 29, il doit aider sa famille à manger, à subvenir à leurs besoins. Donc il se retrouve par trouver un travail euh, pour aider son père finalement. Et ce ne sera que quelques années plus tard qu'il finira par vraiment se mettre au dessin en dessinant par-ci par-là, voilà, ce qui aujourd'hui serait un peu des commissions, hein, finalement, voilà, des travails un peu plus petits pour différents trucs, et pas en étant dans une écurie en particulier. Euh, et avant, évidemment, de rentrer chez Marvel ou Timely, il a notamment fait quelques détours dans des studios d'animation, notamment du côté de chez Fleischer, voilà, qui ont bossé sur Popeye. Il finira par rencontrer Will Eisner, et j'ai plus le nom de Iger, mais voilà, c'est le duo Eisner et Iger qui sont quand même Iger qui sont assez connus. Euh, et il finira quand même évidemment par rencontrer Joe Simon peu de temps après leur début chez Marvel Comics. Donc voilà, après, quand j'ai dit euh, il a commencé à travailler à 14 ans, donc peu de temps après avoir commencé à travailler, il commence aussi à se mettre vraiment au dessin. Il faut savoir qu'il reste quand même assez jeune, voilà, parce que il entre vraiment dans le côté actif du travail dans le dessin, alors qu'il a à peine 20 ans, quoi. Donc, enfin, autour de la vingtaine. Donc voilà, ça reste quand même. Il faut savoir que voilà, il a travailler dans ces studios-là et côtoyer ces gens-là alors qu'il avait ouais, même pas 25 ans, quoi. Donc on est déjà sur un début qui, sans être dans les stratosphères de ses créations futures, pour l'époque c'est déjà pas mal, on va pas se le cacher, quoi. Tu peux pas, voilà, Alors, il fait ses premiers pas donc chez Marvel au
alentours de 39-40. Comme l'a dit notre ami Martin, il fait assez vite la rencontre de Joe Simon et il fait assez vite aussi équipe avec Joe Simon. Et dès 1940, c'est avec Joe Simon donc qu'il crée le personnage donc de Captain America, qui n'est pas le premier super-héros moderne, hein, puisque le premier super-héros moderne c'est Superman en 38, soit 2 ans auparavant. Euh, mais personnage quand même avec des valeurs fortes, un comics qui s'est très bien vendu, qui n'était pas des ventes inédites. Il s'est vendu, je crois, à 1 million d'exemplaires. C'est pas la première fois qu'on vend un comics à 1 million d'exemplaires, mais c'est pas pour ça que ce sont des mauvaises ventes, ce sont de très très bonnes ventes. Et dès ce premier numéro, il y a plusieurs choses à retenir. Déjà, sans surprise, première apparition de Captain America, mais aussi de Bucky Barnes et de Crâne Rouge. Donc autant dire que trois des personnages incontournables de l'univers de Captain America étaient d'ores et déjà présents dès ce numéro de 1940. Autre point qui est extrêmement important, il faut savoir que Captain America qui tape sur Hitler euh, dès la cover du premier numéro, c'était clairement un parti pris, hein. Surtout à l'époque, Ce oui. n'était pas. Oui, bien sûr, oui. Enfin, les États-Unis de l'époque étaient pas. Non, mais je veux dire, les États-Unis à l'époque n'étaient pas, étaient encore sur du enfin, ils étaient encore sur ils étaient pas interventionnistes, donc ils étaient pas encore dans le conflit. Donc c'est pour Exactement. ça que voilà. Exactement. En 1940, les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans le conflit. Donc, à cette époque, le discours officiel, c'était que C'est pas nos l'Europe se affaires. débrouille, hein, à peu de choses près. Il y avait clairement une certaine neutralité. Mais bon, voilà, Martin vous l'a dit. Jack Kirby et il me semble que Joe Simon aussi, d'ailleurs, ayant des origines juives, c'est difficile de rester à sa place lorsque on a le moyen, de dessiner, de mettre en avant ses idées à travers une BD qui peut toucher énormément, énormément de monde. Et donc, même si ce n'était pas forcément un parti pris à l'époque, c'était en tout cas pour eux, dès le début, un parti pris de montrer que Hitler représentait le mal et que Captain America, un symbole fort de l'Amérique, se devait donc de contrer cette menace qui, pour le moment, certes, ne touchait que l'Europe, mais qui pouvait très bien traverser mer et océan. J'ai oublié de le dire en intro, mais il faut savoir que son père a fui l'Autriche pour échapper à un duel. Voilà, je voulais caser ça quelque part parce que je trouvais ça assez incongru comme détail, mais voilà. Hein, ça, je savais pas. C'est vrai que c'est assez. C'était une autre époque. C'est une autre époque, Ouais, voilà. J'étais qu'à peine un peu plus d'une centaine d'années, donc c'est pas si loin que ça, mais voilà quoi. et donc, bien évidemment, les États-Unis n'entreront du coup en guerre que quelques années plus tard, suite à l'attaque de Pearl Harbor. En... J'ai envie de dire décembre 41. Je crois que c'est le 8 ou le 9, un truc comme ça. 41, ça c'est Euh, sûr. Le mois, je l'ai pas en Il me tête, je semble que t'avoue. c'est décembre, il me semble que c'est fin 41, c'est quelque chose comme ça. Si mes cours d'histoire, et pourtant j'aimais trop l'histoire, mais Moi, c'est l'inverse. J'adore l'histoire. ah ben non, mais non, c'est ce que je dis, j'adore l'histoire, mais c'est pour ça Ah, j'ai ok. j'ai- j'ai honte de pas me souvenir d'un truc comme ça. En plus, j'adore la seconde, enfin j'adore étudier la Seconde Guerre mondiale. On va regarder ça vite fait quand même on a l'année, on est presque sûr du mois, c'est déjà pas Voilà, mal. mais je Je crois vais que regarder. j'ai envie de dire le 8 décembre 41. Putain, si c'est le 6, je vais péter un câble. Suspense, roulement de tambour. Évidemment, si je tape Pearl Harbor, je suis sûr que je vais me taper Le film la photo de l'autre de, idiot de là, Ben Affleck. de Ben Affleck. C'est pas possible. Alors, il faut que tu choisisses le 8 ou le 6? Le 8. Non, c'était le 7. Ah putain, c'est pas possible quoi. 7 décembre 41. Donc, 7 décembre 41, Pearl Ça, c'est Harbor. vraiment la loose quand même, hein. Ah ouais, ça la fout mal comme merde. 7 décembre 41, Pearl Harbor, les Américains entrent en guerre. Et évidemment, Jack Kirby étant un jeune homme ayant à peine plus de 20 ans, eh bien, il est, comment on appelle ça, drafté.
Envoyé sur le front. Oui, il est envoyé au front, Il est voilà. appelé. Il est appelé au front, voilà, tout à fait. Euh, Et ça va quand même, mine de Avec Joe rien, Simon, hein, d'ailleurs. Lui avec aussi, il est voilà. envoyé. Hein. Et ça va quand même, mine de rien, impacter le restant de sa vie. Plutôt logique, hein, parce que bon, la guerre, en général, ça a tendance à laisser des traces sur des gens. Je sais pas si vous le savez. Euh, il sera, alors, selon ses dires, il est arrivé 10 jours après le débarquement en Normandie à Omaha. Mais selon d'autres sources, voilà, des historiens qui ont fait des biographies sur lui, etc., on dit que c'était plutôt 2 jours après. Et c'est un peu je vais dire un running gag, c'est pas le bon mot, quelque chose qui revient souvent dans l'histoire de Kirby durant la guerre, c'est que on sait pas vraiment, on sait la plupart de ce qu'il dit est vrai, mais on sait pas à quel point il se souvient forcément très bien de tous les détails. Voilà, parce que là, par exemple, on a la dissonance entre sa date d'arrivée à Omaha, 2 jours ou 10 jours après le débarquement, on ne sait pas trop. Et dans d'autres anecdotes vis-à-vis notamment de certains de ces affrontements avec des soldats, on ne sait pas vraiment, on va dire, le nombre de, de morts dans l'histoire en fait. Des fois c'est 3, des fois c'est 4, on ne sait pas vraiment. On sait qu'il est allé dans le dur, ça c'est sûr, on le sait, mais on ne sait pas forcément les chiffres exacts, etc. Parce que, en plus d'être appelé au front, ou en tout cas appelé à l'armée, il était vraiment dans des unités qui allaient vraiment euh, dans la libération de la France, hein, finalement, tout simplement, et pas forcément dans un poste plus logistique, comme certains qui étaient appelés dans l'armée, voilà, qui étaient plus à faire la bouffe 50 Oui, lui, il était km. vraiment sur le front. Quoi. Il était vraiment au front, et en plus, voilà, j'ai mis reconnaissance et dessin de cartes stratégiques, c'est parce que quand son, son officier supérieur s'est rendu compte qu'il était bon pour dessiner, il s'est dit, ah ben toi, tu vas aller faire de la reconnaissance, tu vas être à l'avant-garde, et tu vas aller dans des places stratégiques, dans des places fortes, enfin des villages, etc., dans des endroits stratégiques, pour aller dessiner à quoi ressemblent les lieux pour qu'on ait une meilleure idée de ce dans quoi on va s'embarquer, quoi. Et ce qui veut dire aller plus loin que n'importe qui de son camp pour aller un peu dessiner tout ce qui se passe et donc euh, aller vraiment très très près des forces ennemies. Et c'est Stan Sakai, un dessinateur, qui raconte dans une interview un de ses souvenirs avec Jack Kirby dans alors c'est Fantagraphics je crois, euh, qui raconte un peu comment Jack racontait ses histoires de guerre et qui dit qu'après avoir rencontré Jack à de maintes reprises, il parlait toujours de ses histoires de guerre. C'était toujours des histoires différentes, mais à chaque fois, ça finissait avec lui qui tue 4 nazis. Il détestait les nazis. Et voilà, donc on sait très bien que par les gens qui l'ont côtoyé au fur et à mesure de sa vie, oui, en plus d'être dans l'armée, il était vraiment dans des situations très très compliquées. Et une des autres histoires implique notamment le fait qu'il ait tué 3 ou 4 nazis dans une grange, alors que lui était mis au sol par un des soldats. Il s'est aperçu, il était sur le point d'être probablement fusillé parce qu'en plus ces soldats-là avaient reconnu son nom de famille, et donc qui a quand même une sonorité qui est quand même typique des noms des communautés juives. Et sur le point d'être fusillé par un soldat nazi, lui-même de son propre aveu, c'est devenu un peu flou par la suite, probablement dû à l'intensité de l'histoire qui lui est arrivée, où il a probablement réussi à attraper un couteau de la botte d'un des soldats qu'il avait aperçu pour éliminer, on va dire, les restes des occupants de la grange. Donc voilà, c'était un peu ce qui a pu arriver à Jack Kirby durant la guerre. Et en préparant la slide, je me suis rendu compte que euh, on parle de 2 personnes qui sont quand même dans des milieux très différents. L'un est acteur et l'autre est scénariste et dessinateur de comics. Et on en vient quand même forcément à raconter leurs histoires durant la guerre. Et leurs histoires durant la guerre sont quand même assez... ouais, c'est pas rien quoi. C'est pas n'importe quel... c'est pas juste, ouais, j'étais dans la guerre, j'étais mécanicien. Non, non, c'est vraiment comme Christopher Lee, c'est j'ai fait des trucs... j'ai fait des trucs qui marquent un homme quoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez
on n'a pas choisi ces deux personnes-là pour ça, mais on en revient toujours. Mais voilà, Jack Kirby durant la guerre, c'était quelqu'un qui a mis ses mains dans le cambouis. Et pas que le cambouis. Alors, une fois que sa participation à la guerre s'achève, une fois qu'il est rapatrié en fait aux États-Unis lorsqu'il tombe gravement malade, donc là il va quitter le champ de bataille. Il va quand même gagner 2 médailles durant ce processus. Il va rentrer dans une phase quand même de transition entre cette après-guerre et ce jusqu'en 1961 où il va y avoir clairement des hauts et des bas. Déjà, le côté super-héros est un peu en recul à cette période-là. Il y a le Comic Code Authority qui est également mis en place. Donc, clairement, ça n'aide pas du tout les auteurs de cette époque. Mais il y a quand même des réussites, notamment avec son titre Young Romance, qui va être un carton et qui va être un genre à part entière hein, par la suite, donc le genre Young Romance, qui a été bah, du coup créé clairement par Jack the King Kirby. Donc voilà, des hauts et des bas, mais quand même de sacrés hauts durant cette période, même si c'est une période quand même, par la force des choses, un peu moins connue. Alors, c'est en 1961 que Stan Lee et Jack the King Kirby commencent à bosser ensemble. Donc, officiellement, Stan Lee en tant que scénariste et Jack Kirby en tant que dessinateur, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je ne sais pas si vous le savez ou non, on va en reparler tout à l'heure, mais ce n'est clairement pas aussi simple. Et concernant ce qu'ils ont fait en 1961, bon ça par contre l'histoire elle est assez connue, c'est selon la légende, hein, c'est le patron de Marvel et le patron de DC qui font une partie de golf et le patron de DC n'a rien trouvé de mieux à dire que la vache, ma Justice League elle envoie vraiment du lourd, hein, mais franchement on fait des putains de ventes, hein. Non mais franchement c'est un titre qui marche de ouf. Sans surprise, le patron de Marvel revient, il chope Stanley, il lui dit: «Eh, dis, ça serait pas mal que tu crées une équipe, de super-héros, apparemment ça marche bien». Et donc en 1961, avec Stan Lee au scénario et Jack Kirby au dessin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe Fantastic Four, sans surprise. Heu, Ceux que l'on considère comme étant, souvent les premiers super-héros de cette nouvelle vague, de cette contre-attaque, de Marvel. Et ils ne vont pas s'arrêter là puisque Jack Kirby va ensuite créer l'incroyable Hulk, ou co-créer à chaque fois l'incroyable Hulk, Mighty Thor et les X-Men. Donc à chaque fois, il y a aussi des anecdotes plus ou moins connues par rapport à tout ça, hein, notamment donc Stan Lee qui avait déjà proposé le titre des X-Men par le passé, mais qui avait été refusé par Marvel. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, il avait proposé à ce que le titre s'appelle Les Mutants. Et le mec, le patron de Marvel, il avait dit, mais les mutants, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les gens vont pas connaître, ça veut rien dire. Faut que tu trouves un nom qui veut dire quelque chose, quoi. Et il revient un peu de temps après avec le nom X-Men, qu'il est là et accepté, et puis bah ça le fait rire, parce que X-Men ça veut rien dire non plus, quoi. Donc bon, donc ça, c'est parmi les plus gros noms qui ont été créés par Jack Kirby, mais bien évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, notamment Nick Fury, le Silver Surfer, les Avengers, les Eternals, une tonne de super vilains. C'est également lui qui s'est occupé de Captain America une fois qu'il a été remis sur le devant de la scène. Et il a participé également aux créations d'autres personnages, notamment de Spider-Man, d'Iron Man. Il y en a qui disent qu'il avait fait le premier design de Spider-Man, mais ça c'est toujours un peu compliqué, on a du mal à vraiment savoir. Par contre, il me semble que rien que le nom de Spider-Man vient de lui, notamment. Mais bien évidemment, quand on s'intéresse pardon, aussi à l'envers du décor, on s'intéresse aussi à la vie donc, de ces personnes ultra, ultra importantes. Et on se rend vite compte que bah, Kirby, il n'était pas du genre à avoir la langue dans sa poche, hein. Il n'était pas du genre à rester dans son coin, à attendre patiemment que le temps passe lorsqu'il y avait un problème. Et globalement, il y a eu donc 3 guerres dans la vie de Kirby. La première, c'est celle que Martin
vous a déjà expliqué, donc qui est, cette fois n'est pas une image, c'est une véritable guerre, puisque donc comme il vous l'a dit, notre ami Kirby a combattu chez moi, en Lorraine. Euh, donc voilà, du coup, il y a très fréquemment, bon, fréquemment c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, son nom revient assez souvent quand même dans les expositions qui ont lieu dans ma région, donc du côté de Metz ou des choses comme ça, où on parle du coup de la contre-attaque américaine et notamment de l'intervention de Stanley dans cette région. Jack L'autre Kirby. guerre, c'est Jack Kirby, pardon. Jack Kirby, bien sûr. L'autre guerre, c'est avec Marvel. Alors, de manière générale, il a été en guerre avec tous les éditeurs, mais surtout avec Marvel. Comme d'habitude, concernant les droits d'auteur, avec Jack Kirby qui d'un côté dit la vache, mais je vous crée plein de personnages et je gagne rien. Et Marvel qui répond bah si, tu gagnes, t'es payé pour les créer ces personnages. Mais par contre, les personnages, ils sont à nous. Voilà. C'est tout un débat. C'est ce qui a créé, c'est ce qui a été à l'origine aussi de la création d'Image Comics des années plus tard. Enfin voilà, on en a déjà parlé, on en parle assez fréquemment, on vous en reparlera encore. Mais voilà, être créateur de personnages dans le monde de l'édition, c'est assez ingrat. On va dire ça comme ça. Et enfin, dernière guerre avec Stanley lui-même, un peu en mode qui a créé quoi? Autant dans les Beatles, ils se sont pas pris la tête à chaque fois qu'il y avait une chanson qui était écrite, c'était écrit que c'était fait par Lennon et Paul McCartney. McCartney, exactement, par Paul McCartney et John Lennon. Ça évitait tous les problèmes. Peu importe si c'était par Paul McCartney, John Lennon ou les deux, ils mettaient les deux comme ça, ils étaient peinards. Et là, c'était un peu plus compliqué parce que Stanley était toujours noté en scénariste et Jack Kirby était toujours noté au dessin. Sauf que dans les faits, rien qu'à cause de la méthode Marvel, on sait que scénariser, c'est un bien grand mot, quoi. Souvent, il donnait une idée globale, Stanley, quelquefois, c'était un petit coup de fil vraiment vite fait bien fait, en mode bah, tu fais ça et puis voilà. Et à la fin, il rajoutait les lignes de dialogue, quoi. Donc bon, du coup, c'est un peu compliqué. Ça a fini par péter aussi entre eux, puisque par la force des choses, Jack Kirby, même s'il était reconnu en tant que dessinateur, c'est évident, il était dans l'ombre de Stanley en tant que scénariste, alors qu'il n'avait absolument pas à rougir de ce statut de scénariste de Stanley, puisqu'il avait fait limite tout autant que lui, quoi. Ou en tout cas, sa participation était égale à celle de Stanley. Et donc, à la fin, sans surprise, il claque la porte de Marvel. Et donc dans un peu dans un retournement de situation un peu ironique, hein, là où Marvel a un peu, selon la légende, piqué l'idée de faire une équipe à DC, DC a fini par piquer Kirby à Marvel. En même temps, comment leur en vouloir? Parce que c'est là où tu disais que Kirby n'a pas à rougir devant ce qu'a fait Stanley. Je veux pas être un hater, je dirais presque même que c'était à Stanley de rougir un peu devant ce qu'a pu faire Kirby. Euh, Ou en tout cas d'avoir honte de dire qu'il avait tout fait, oui. voilà, Clairement. en tout cas. Mais voilà, Kirby c'était un peu voilà une valeur plus que sûre. Et donc il n'a pas fallu grand chose pour qu'il aille voir la distinguée concurrence DC Comics, où bien évidemment ses créations les plus notables sont dans et le quatrième monde de manière globale, mais évidemment les personnages qui sont à l'intérieur, les nouveaux dieux, Darkseid, Orion, Metron, Big Barda, Mister Miracle, Granny Goodness, comment il s'appelle, Godefroy, Glorious Godfrey, genre de choses. Voilà, donc tout le panthéon vraiment néo-divin, Apocalypse, Genesis, le Haut Père, etc., qui mine de rien sont encore extrêmement utilisés, et évidemment Darkseid reste un des méchants principaux, si ce n'est le méchant principal de l'univers d'ici, un peu la menace, l'ultime menace finalement, un peu comme un peu l'équivalent de Galactus chez Marvel, qui a été aussi créé par Kirby, me semble. Donc voilà, c'est un peu le dada du bonhomme, Galactus? il me semble, hein. S'il a créé le Silver Surfer, je suppose que oui. Je pense que oui. Donc Ouais, voilà, il y a 9 chances sur 10, ouais. c'est un peu le dada du bonhomme, c'est de faire des menaces cosmiques, mais qui sont en réalité beaucoup plus, enfin, des menaces cosmiques, mais qui ont une résonance
extrêmement réaliste et proche de lui finalement, parce que bah, évidemment Darkseid, alors j'ai mis vraiment l'image la moins subtile de la Terre ou d'Apocalypse, c'est l'image de Darkseid qui s'impose comme vraiment le tyran près de tous en faisant un geste que je ne vais pas m'amuser à reproduire parce que je ne suis pas un milliardaire Parce qu'on veut sud-africain, garder voilà, notre chaîne. exactement. Voilà, et je n'ai pas la chance voilà, un milliardaire qui peut faire ça devant des caméras et n'avoir aucune conséquence. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, Darkseid et tout le panthéon d'Apocalypse est clairement un- une allégorie, une métaphore du nazisme, du fascisme de manière globale. Alors là, évidemment, la pose de Darkseid, c'est vraiment le truc pour le rendre très très évident, mais même thématiquement, ce que cherche Darkseid, ce n'est pas la mort, c'est le contrôle absolu sur tout, ce qui est bien le reflet en fait finalement des dictatures, du fascisme, c'est vraiment alors évidemment il y a l'extermination de tous ceux qu'on considère comme indésirables, mais le but vraiment des fascistes, c'est pas d'exterminer tout le monde, c'est aussi de les contrôler, et c'est ce que fait Darkseid finalement avec l'équation d'Antivie, c'est un peu la solution pour obtenir le contrôle absolu sur tout l'univers. Donc on voit bien que comme un Tolkien on ressent très bien les traumas, les souvenirs qu'il a eu de la première guerre dans le Hobbit, dans le Seigneur des Anneaux. Euh, on a la même chose racontée de manière différente et peut-être pas avec les mêmes oui, les mêmes traumatismes, la même manière de revivre cette période-là, mais on retrouve le même processus chez Kirby avec la Seconde Guerre mondiale et avec tout le danger voilà, des nazis, en particulier pour la communauté juive. Et on le ressent très très bien dans les travaux qu'il a fait chez DC. Pas tout ce qu'il a fait, mais voilà, avec sa création, ses créations les plus connues chez DC, on est vraiment dans ces thématiques-là. Et dans l'image de droite, j'ai juste voulu mettre cette page parce que je trouve que elle claque sa mère. Elle a été dessinée Il y a une chier de détails, hein. il y a quoi, il y a 50 ans, ouais, il y a à peu près même plus de 50 ans même. Ouais, il y a à peu près, il y a à peu près- elle a été faite il y a 50 ans à peu près et je pense qu'elle sort aujourd'hui et tout le monde serait en mode non, ça passe tranquille quoi. Donc et voilà, évidemment comme tu l'as dit, il y a une chier de détails, c'est aussi un peu le style de Kirby quand il faisait des grands panels comme ça, c'était peut-être vraiment extrêmement généreux. Je pense que tu peux passer à la slide d'après parce que je crois que Ouais, et sans que ça fasse ça fait pas charger pour ouais, autant, voilà, tu sais. ça fait pas ça fait pas trop en fait, c'est ça le voilà. Euh, Jack Kirby, s'il n'a pas forcément la popularité auprès du grand public d'un Stanley par exemple, ça reste quand même quelqu'un qui est extrêmement influent, en particulier dans l'industrie même en fait finalement. C'est pour ça que j'ai mis l'artiste préféré de ton artiste préféré. Si vous avez un artiste ou un dessinateur que vous préférez, dites-vous bien qu'il y a une chance sur quatre pour que son artiste fétiche soit Jack Kirby. J'exagère un peu, mais c'est pas tant que ça finalement, parce que Kirby a inspiré énormément de gens qui ont fini par être des scénaristes et des dessinateurs ou des éditeurs chez Marvel ou DC ou Dark Horse ou tout ce que vous voulez. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, il a été beaucoup plus influent que Stanley. Je pense que Stanley a permis à énormément de gens d'horizons différents de rentrer dans l'univers des comics parce que c'était un grand ambassadeur, je trouve, en termes de popularité. Mais en termes vraiment d'influence créative et de donner une sorte d'impulsion créative chez les gens, chez les artistes émergents, etc., je pense que Kirby a été beaucoup plus euh, comment on appelle ça, il a été beaucoup plus central à ce niveau-là. Euh, et aussi, je pense que l'une des raisons pour laquelle il n'a pas forcément eu autant de reconnaissance populaire que Stanley, c'est qu'il n'a pas forcément fait des projets qui ont marqué, on va dire, le grand public, parce que voilà, Kamandi, Mister Miracle, Le Peuple Éternel, enfin The Forever People, ou même la série qui est quand même relativement connu, mais c'est pas non plus la série principale Superman. C'était le pote de Superman, Jimmy Olsen, Superman Spal, Jimmy Olsen, qui pour cette dernière, vu que je connais beaucoup plus ce rayon-là de l'univers d'ici, est une série qui a influencé énormément de gens pour son côté un peu underground, mais à la fois aussi très qualitatif. Enfin voilà, c'est pas une série qu'on entendait voir être un blockbuster
Enfin voilà, c'est pas un détective comics, c'est pas un numéro Superman, voilà, c'est juste un truc sur Jimmy Olsen, et à chaque numéro, il lui arrive des trucs complètement loufoques, etc. Et pourtant, ça reste une série qui aujourd'hui reste citée, qui a la première apparition de Darkseid d'ailleurs au passage. Voilà, c'est un titre qui a influencé, je pense, beaucoup de scénaristes. Donc voilà, c'est l'artiste préféré de ton artiste préféré, tout simplement. Enfin, il faut savoir qu'à la base, Jack Kirby, lui, il voulait vraiment mettre en place des nouvelles séries, même par rapport à ce quatrième monde, hein. Mhm. C'est vraiment DC Comics qui lui a dit non, mais t'as un grand nom, tu vas prendre au moins une série régulière. Après, bon, voilà, on va pas t'emmerder. Prends la série que tu veux. Et c'est vrai que DC a été un peu surpris lorsqu'il a choisi du coup Superman pâle Jimmy Olsen. Et le pourquoi, bah, selon la légende, en fait, il l'a pris bah, parce que justement, il y avait pas grand monde dessus, en fait. Il y avait pas une D'équipe équipe régulière, stable ouais. dessus. Exactement. Donc là, c'était pas en mode, t'étais le scénariste de la série là, bon bah dégage. Enfin, t'étais le dessinateur, bon bah dégage parce qu'il y a Jack Kirby qui arrive. Donc là, il était sûr en fait d'arriver et De prendre le bah, boulot de de personne. virer personne, quoi, de faire chier personne, quoi. Ce qui est tout à son honneur. Parce que effectivement, bon, même si lui, il avait plus rien à prouver, t'arrives chez DC Comics, on te dit prends ce que tu veux. Bon, moi personnellement, je choisis pas Jimmy Olsen, quoi, comme ça à froid. Mais bon. Et pourtant, ça a marqué plein de gens, hein, au Et final. Hein. pourtant, ça a marqué bien de gens. Mais là, voilà, encore une fois, c'était pas par amour du personnage, mais plus pour un côté pratique et sympathique. Est-ce que vous aurez la ref? C'est beau. Alors déjà c'est beau, voilà, j'ai mis un Mm. peu les... Oh oui, auteur en chef, mais agent du dessin avant tout. Voilà. Donc ça va être Mais j'ai pas la moustache. Ah c'est vrai, voilà, Bon, bah, ah oui c'est vrai, mais ouais, bah, moi non plus, tu vois. Faudrait que je cache ça. Non mais ça, non, mais je n'avais pas assez. Je peux pas... Je peux pas avoir... Je peux pas pousser de barbe, je peux pas pousser de moustache. Voilà, t'appelles ça aller chez le coiffeur, mais ils t'ont enlevé 3 cheveux, là. Mais non, mais parce qu'en fait ça se voit pas avec le casque, mais c'est surtout... ouais, c'est derrière, là... Enfin bon. Oh là là, j'aurais pu te le faire, ça, mec. Personne ne touche à mes cheveux à moins qu'il ait un diplôme pour. C'est comme une voiture, c'est pareil. T'es pas mécano, tu y touches pas. Donc, C'est un bon état d'esprit, je pense. Jack Kirby, c'est un bon scénariste, mais j'avoue que moi, de mon point de vue, c'est surtout par ses dessins que je trouve qu'il est fantastique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis auteur en chef, mais agent du DC avant tout. J'ai été inspiré, je sais pas pourquoi, pour ces slides-là, voilà. Mais voilà, quand je faisais des recherches sur ses créations, etc., je voyais voilà les planches sur Galactus, euh, sur des Célestes, et c'est là où c'était parfois même des planches que je n'avais jamais vues avant, hein, parce que j'avoue que j'ai pas regardé tout ce qu'il a fait. Mais je me dis, faire ça dans les années 70, je comprends pas pourquoi les têtes des gens n'ont pas explosé à l'époque, parce que, enfin, Alors, elles c'est sont beau. toutes terribles, mais celle en bas à droite, elle est ouf. Elle a C'est un la première côté, fois que je la vois, elle a un côté très, un peu enfin, aztèque. ouais, mais je me dis, ça me Elle est rappelle un incroyable. peu ce que pouvait faire Mobius. Alors, pas sur le même style, mais en termes de générosité dans les détails et tout ça, on est vraiment sur, on dirait presque même un truc d'un film Alien en fait, de Giger en fait. C'est beau, c'est beau, hein. C'est Merde. beau, putain. Ah là, le tampon c'est beau, il prend tout son sens. C'est vraiment, ouais, il est balèze pour, en fait, il est très bon pour dessiner tout ce qui est menace cosmique, une certaine échelle, un certain charisme, Ouais. puissance, enfin voilà, c'est et puis là aussi ce que je trouve très bon c'est la manière dont il a visualisé l'espèce d'énergie qu'émet Galactus. Je sais pas, ça a l'air très tangible, enfin je sais pas, c'est très tangible, c'est très détaillé, enfin, c'est beau. Ça m'énerve à quel point c'est beau. Euh, Après sa période CDC qui se finira quand même comme celle chez Marvel précédemment, il finira par revenir chez Marvel pendant quelques années. Il va recréer certains personnages, etc. Comme Devil Dinosaur par exemple, mais rien d'aussi marquant qu'auparavant. Et très vite après, il va finir aussi par requitter Marvel et
là, de manière définitive, toujours pour voilà, les questions de reconnaissance, de droits d'auteur, etc. Et une fois parti de Marvel, il va quand même beaucoup plus pivoter dans l'animation, en fait retrouver un peu ses premiers travaux en fait finalement, des collaborations dans les studios d'animation, notamment avec Hanna-Barbera, notamment qui a énormément de succès, donc voilà tout ce qui était Scooby-Doo, les Pierres à feu, etc. Où il va surtout travailler sur du design de personnages, etc. Tout ça pas forcément utilisé, mais ils sont, enfin dans les séries en elles-mêmes, mais il y aura forcément des exploitations de ces travaux de manière commerciale avec des artbooks, des trucs comme ça. Et il sera aussi quand même toujours aussi impliqué dans toutes les questions de préservation des droits d'auteur, reconnaissance des travaux des artistes, et notamment durant toute l'affaire entre, j'ai oublié son nom, mais le créateur de Howard the Duck avec Marvel, durant toute cette histoire-là, il sera ben, énormément dans le support de l'artiste. C'est Ron quelque chose, je crois, j'ai plus le nom. Euh, et qui fera notamment un comics Steve Gerber et Steve Val Gerber. Meyrick. Voilà. Quand toi tu parles de Ron, ça c'est le réalisateur du film, c'est Ron Howard, ouais. euh, ouais, Ron Howard. Ouais. Bon, le film, on en reparlera un jour peut-être. Oh, c'est pas obligatoire, hein. Ah non, c'est même pas de Ron Howard, dis donc, c'est de Willard Huyck. Je sais pas pourquoi j'ai Ron Howard en tête. Ah ouais. Bah après, je crois que c'était. Bon. Ouais, j'avoue que moi aussi, pour moi, c'était ça. Bon, bref. Euh, Donc voilà, durant toute cette histoire qui est quand même assez incongrue, et d'ailleurs, le créateur de Howard le Canard finira par écrire une histoire, pas chez Marvel, où en fait ça montre que le Howard qui a chez Marvel n'est pas le vrai Howard et qu'il a été remplacé par un autre canard du même type. Voilà, pour un peu être un peu taquin, un peu mesquin et dire que en fait c'est moi qui est le vrai Howard. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Il y a des vidéos sur le net dessus qui sont assez détaillées et plutôt cool. Donc il fera, voilà, il s'impliquera dans des trucs comme ça. Et à la toute fin de sa vie, j'ai appris ça en faisant les recherches. Je sais même pas comment, je ne savais même pas ça. Euh, il y a un monde où si Jack Kirby avait survécu un peu plus longtemps, on aurait pu avoir une série régulière et de longue date de Jack Kirby chez Image, début milieu des années 90. Et je pense que je serais prêt à tuer père et mère pour voir ce que ça aurait pu donner. Donc voilà, un projet chez Image avait même commencé, mais à cause de son décès soudain, le 6 février 1994, d'une crise cardiaque à Thousand Oaks en Californie. Ces plans-là ont fini par tomber à l'eau, malheureusement. Mais voilà, un titre Image de Jack Kirby dans les années 90, je n'ose imaginer ce qu'il aurait pu faire et je pense que ça aurait été très intéressant. Et est-ce que je me trompe ou pas? C'est Will Eisner à gauche, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur l'image, c'est Will Eisner qui est à gauche, il y a Kirby évidemment au centre et sa femme à droite. Sa femme à droite, ouais, Voilà. ouais, j'ai déjà vu passer l'image plusieurs fois. Will Eisner, on vous en parlera Pacte d'un dieu tôt ou évidemment. tard aussi, Pacte figure avec un très dieu. importante des comics. Oui, Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de Jack Kirby? Alors déjà, est-ce que il y a deux questions dans cette slide pour moi, c'est que est-ce que il a l'héritage des comics le plus important? Et parmi son héritage, qu'il soit le plus important ou pas, quel est le plus important parmi tout ce qu'il a pu créer? Ou est-ce que finalement son héritage le plus important c'était pas finalement les messages qu'il véhiculait dans ses œuvres, qui on aurait pu espérer finiraient par devenir désuets mais qui reviennent de manière très pertinente aujourd'hui au vu de la montée des fascistes. Donc voilà, je pose la question. et là, est-ce qu'on va voir un scénariste, un dessinateur mettre ce genre de choses en scène aujourd'hui à travers une cover? Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais voilà, dans toutes ces créations, voilà, j'ai mis le quatrième monde, les éternels, Thor, les 4 fantastiques,
Captain America, Black Panther, il y en a d'autres, mais voilà, j'ai mis vraiment les gros canons. Et j'ai quand même voulu mettre une dernière citation parce que voilà, et c'est pour ça que je l'ai mis en plus au titre du King parce que bah, c'est le roi qu'il pense être, hein, finalement. Surtout avec cette citation qui dit clairement la seule politique que je connais, c'est que si un mec aimait Hitler, je lui tapais ses grands morts et c'était juste ça. Voilà. La traduction, quoi. Elle est pas dingue, j'avoue que j'y ai pas réfléchi, mais j'avoue que beat the stuffing out of Bon, him, l'idée, elle est là, mais elle est modernisée, mais voilà, ce serait plus. Ouais, je sais même pas comment traduire beat the stuffing out of him. Je le ferais saigner jusqu'à l'os et ce serait tout, quoi. Ouais. Mais après, voilà, lui c'est péter beau. ses grands morts, ça marche aussi, voilà. Donc voilà. Moi, de mon point de vue, je pense qu'il a l'héritage le plus important de l'histoire des comics. Pour une personne en particulier, hein, je parle pas, voilà. En tant qu'artiste individuel, je pense que, ouais, je pense que c'est le plus important. Euh, Après, en termes de ses créations, on va dire que avant le MCU, j'aurais pas dit Captain America. J'aurais peut-être plus dit les 4 Fantastiques ou Darkseid. Non, peut-être pas Darkseid quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, je dirais Captain America, quoi. Tout simplement parce que, bah, voilà, il est immensément populaire, surtout aujourd'hui. Donc voilà. Et puis après, oui, le côté combattre les fachos, moi ça me va. C'est toujours un truc qui me. Voilà, je suis d'accord. C'est difficile à dire. Bon, Captain America, c'est quand même plutôt évident. Enfin, ce premier numéro, cette cover, c'est une cover qui a tellement, qui n'a pas forcément marqué les esprits à sa sortie, mais aujourd'hui, qui nous semble tellement incroyable de par son message. Enfin, ça va vraiment loin. Et puis encore une fois, c'est vraiment le dessinateur et le scénariste qui ont pris leurs responsabilités et l'éditeur qui a validé. Puisqu'encore une fois, c'était pas le message était louable, mais c'est pas forcément un message qui allait être accepté, puisqu'encore une fois, les États-Unis à cette époque prêchaient la neutralité. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Après, je pense que tu sous-estimes un peu quand même l'impact de Darkseid, hein. Ouais, mais auprès du grand C'est le super public, vilain principal de DC Comics, hein. c'est sûr. C'est le gros super vilain. Alors, c'est sûr que quand on te demande, par exemple, j'en sais rien, ennemi de Batman, te sort le Joker, et quand tu demandes ennemi de Wonder Woman, on te sort pas Darkseid. Mais par contre, On te sort personne. un enfoiré qui a un véritable impact sur tout le DC Universe, en général, c'est Darkseid, hein. C'est vrai que C'est vrai. il est assez costaud, c'est pas pour rien. Après, c'est pas pour ça que tous les autres sont clairement en dessous. Alors, moi, c'est vrai que c'est les 4 fantastiques, je reconnais l'impact qu'ils ont, mais j'ai moins d'affinité pour eux, mais c'est totalement subjectif. Mais là, je dirais Captain America et Darkseid, ouais, forcément. Mais bon, quand on voit tout ce que t'as mis, c'est difficile de trancher quand même. Et encore, j'ai fait des sélections, hein, parce que il y en a d'autres. Avec Galactus notamment, c'est sa création, je crois aussi. Donc voilà. Un grand homme.